C'est maintenant ou jamais qu'on dit stop à l'immigration et qu'on dit stop à l'islamisme. C'est la seule note d'espoir que j'ai dans la pénombre. Le résultat du scrutin, pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. Cette loi, je le disais, c'est pour moi le bouclier qui nous manquait. Il y a effectivement une saturation de l'espace médiatique et politique par ce qui serait la question migratoire, alors que dans les faits, elle est totalement marginale. Premièrement, il est démontré aujourd'hui par les démographes que la France n'est pas un pays ni attractif, ni accueillant au niveau de l'Europe. Une évacuation musclée et des scènes de violence sous les huées des militants. Les lois françaises ainsi que les conventions internationales que la France a signées sont elles-mêmes totalement bafouées. Et on a des situations, un petit peu moins dans les Hautes-Alpes, mais par exemple dans les Alpes-Maritimes, où le préfet a été condamné plus de 400 fois pour non-respect des droits des étrangers. On fait tout pour désigner les exilés comme des gens dangereux, alors que nous, on en connaît quand même un paquet. C'est vraiment des gens comme vous et moi qui ont subi des choses terribles, ils ont obligé à prendre la route et à fuir leur pays. Ils viennent d'ailleurs, ce sont des autres. Donc cette idée d'altérité efface complètement à la fois les relations que nous avons eues avec ces pays et la responsabilité qui en découle bien souvent. Bonjour Didier Fassin. Bonjour. Et bonjour Anne-Claire Defossé. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors Anne-Claire Defossé, vous êtes sociologue et chercheuse à l'Institute for Advanced Study de Princeton. Et Didier Fassin, vous êtes médecin, anthropologue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines. C'est important de le souligner car morale et politique sont aussi au cœur de cet ouvrage, L'exil toujours recommencé, chronique de la frontière que vous faites paraître tous les deux aux éditions du Seuil. Je suis ravie de parcourir ce livre avec vous, que vous avez coécrit. Et c'est d'ailleurs pas là votre première collaboration autour de ces enjeux, parce que j'ai noté, c'était déjà le cas, notamment dans La Société qui vient, en 2022, que vous avez fait paraître un article aussi qui s'intéressait à ces enjeux-là. Alors ce livre, au prétexte de notre échange, est un livre important, tant il pourfend un certain nombre de préjugés et éclaire dans un contexte inquiétant de délabrement démocratique, quelques semaines après l'adoption de la plus dure et droitière loi Asile et Immigration de ces 40 dernières années, et quelques semaines avant l'examen de cette même loi par le Conseil constitutionnel, tant de l'aveu, et c'est là toute l'ironie, de certains députés de la majorité et même du président de la République, que certains articles de loi restent douteux du point de vue de leur constitutionnalité. Alors votre travail, ici synthétisé, vient magistralement, je le disais, disqualifier les législations xénophobes qui irriguent plus largement le continent européen en mettant à mal les fantasmes dont elles se nourrissent, on va beaucoup en parler. Mais ce travail, c'est surtout le résultat de 5 ans d'enquête de terrain à la frontière franco-italienne, dans les Hautes-Alpes, au plus près de l'expérience des exilés, des actions des forces de l'ordre et des mobilisations de solidaires. Et avant d'aller au cœur de ces interactions qui permettent une réflexion plus large sur le traitement des exilés, j'aimerais vous poser une question qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas. Pourquoi le choix de ce terme d'exilé et pas un autre ? Tant, on le sait, tant d'autres termes saturent l'espace public et politique. Je pense évidemment à migrants, réfugiés. Exilé nous intéressait comme terme. D'abord, c'est un terme qui est très utilisé aujourd'hui par les bénévoles et les solidaires en général, et par les milieux, de plus en plus par les milieux intellectuels. Et c'est un terme qui a l'avantage de bien refléter l'expérience des personnes qui sont concernées. Il marque à la fois la contrainte du départ, et c'est l'étymologie du mot qui nous le donne. Exilium, c'était bannissement en latin. Donc, on est contraint de partir. Et ça marque également l'incertitude et l'errance du périple, voire l'infinitude du périple, d'où le titre que nous avons choisi, Toujours recommencer, puisque en permanence, les personnes qui sont en exil peuvent être amenées à repartir vers un autre havre, si possible. Donc c'est ça qui nous l'a fait choisir. C'était aussi pour éviter justement des termes trop connotés, en général négativement,
Migrant aujourd'hui, c'est un terme qui souvent sert à desservir finalement les personnes dont on parle, ou bien également des termes qui sont plus, je dirais, juridiques, comme le terme réfugié. Ces personnes que nous avons rencontrées, un certain nombre d'entre elles pourront devenir des réfugiés après avoir fait une demande d'asile si elle est acceptée, mais au moment où nous les rencontrons, ne le sont pas encore. Donc, c'était finalement le terme qui paraissait le mieux rendre compte de leur situation. Et dans cette configuration sémantique, vous avez aussi d'autres pages qui essayent d'introduire aussi tous les mots qui sont employés pour décrire le parcours. On a l'aventure, on a l'idée de jungle, the game. Enfin, vous avez des pages très intéressantes sur effectivement les mots qui sont mobilisés pour décrire aussi le parcours de ces exilés. Et en même temps, ça permet de leur donner, de sortir du discours un peu victimaire. Il y a aussi ce sentiment-là dans ce choix lexicologique, sémantique. Oui, c'est en effet notre intention d'échapper au discours victimaire, tout en considérant bien sûr que les personnes que nous avons rencontrées sont victimes, mais elles ne sont pas victimes dans l'absolu, elles sont victimes de persécutions, de guerres, de situations de grande pauvreté qui les ont amenées à partir. Elles sont victimes aussi tout au long de leur périple de violences qui sont bien sûr des violences locales, mais dont on dira certainement qu'elles ont un lien avec les politiques que nous menons dans nos pays et notamment dans l'Union européenne. Donc, il ne s'agit pas de nier cette dimension-là, mais certainement pas de faire de ces personnes uniquement cela ou principalement cela, parce que ce qui, au contraire, nous frappe, c'est l'extraordinaire détermination, persévérance, courage qui est manifesté compte tenu des circonstances que ces personnes sont amenées à traverser pendant des mois, voire des années. Et les récits que nous en faisons essaient de restituer cela, cette capacité à affronter des dangers pour un objectif qui est un objectif mouvant, puisque les gens, comme le disait tout à l'heure Anne-Claire, ne savent pas toujours vers où ils vont. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis l'autre élément, bien sûr, c'est que ce sont des personnes qui manifestent entre elles une solidarité qui est véritablement assez extraordinaire, d'autant plus que ça n'est pas une solidarité, comme on pourrait le penser, nationale ou ethnique, bien qu'elle puisse éventuellement, évidemment, se retrouver, des gens qui parlent la même langue et qui viennent des mêmes endroits, mais qui sont également transnationales, où une personne venant d'Afrique peut recevoir le soutien, l'aide, la solidarité de quelqu'un qui viendra du Moyen-Orient, et réciproquement, bien sûr. Donc, c'est cela qui pour nous était important. Et en même temps, par rapport à... Vous mentionniez l'expression l'aventure, un terme beaucoup utilisé, the game, aussi sur la route des Balkans, l'aventure plutôt en Afrique. On ne voulait pas non plus tomber dans une version qui serait presque ludique, parce que c'est quand bien même certains, notamment parmi les plus jeunes, peuvent à un moment donné se prendre sur des vidéos et les diffuser. Ce qui domine quand même, ce sont les épreuves. Tout à fait, vous ne tombez absolument pas dans cet écueil-là, bien au contraire. Et ce que vous racontiez donc sur ce parcours, ce véritable parcours du combattant extrêmement saisissant, vous dites d'ailleurs, j'aimerais qu'on continue un petit peu cette percée autour de l'exil. L'exil comme un signe, vous dévoilez l'exil comme un signe des temps. À partir de cette frontière, dont on parlera aussi un peu plus loin, les frontières racontent l'histoire des nations, l'histoire des gens, elles disent l'histoire des temps. Et alors vous faites des rappels qui sont absolument indispensables, des rappels géographiques et des rappels historiques. Vous faites des détours par l'histoire. Vous vous rappelez bien que, pour le coup, que contrairement
à l'énumération et au discours politique qui accompagne ce qu'on présente comme étant des crises migratoires. La très grande majorité des dizaines de millions de personnes qui sont amenées à quitter leur pays en raison de persécutions, de conflits, de pauvreté, s'installent d'abord dans des pays voisins. Donc ça, on pourra y revenir. Et puis alors, sur le volet historique, c'est très important aussi, vous faites des allers-retours avec l'histoire pour rappeler qu'il y a une forme de continuité autour de ces expériences d'exil et de lutter contre cette amnésie historique qui ferait de l'expérience de l'exil contemporaine absolument dramatique une exception. Donc sur ces deux volets-là, j'aimerais bien que vous explicitiez un petit peu cette volonté vraiment de bien planter à la fois le décor, j'ai envie de dire géographique, et le sens historique. Alors effectivement, l'exil finalement est un peu raconte l'histoire des désordres du monde. Et vous le rappeliez, la plupart des mouvements de population qui ont existé de tout temps et qui continueront d'exister et qui, ces dernières années, se sont plutôt accrus et accélérés, se produisent dans les territoires limitrophes. Ce qui, du coup, bat en brèche l'idée de l'attractivité de l'Europe et de la France et l'idée que si l'on diminuait cette supposée attractivité en rendant les conditions plus difficiles ou en supprimant des aides aux personnes qui seraient susceptibles de venir, on empêcherait ces personnes de venir. C'est totalement illusoire puisque, premièrement, comme je viens de le dire, la plupart s'installent là où elles peuvent s'installer et en général en proximité de leur lieu. Vous documentez. Tout à fait. Parmi les près de 7 millions de Syriens ayant fui une guerre qui a causé la mort d'au moins 400 000 personnes, plus de 8 sur 10 ont été accueillis en Turquie, au Liban et en Jordanie, quand la France en a reçu à peine un demi%. Et c'est une infime minorité qui, finalement, accède aux côtes européennes et éventuellement à la France. Donc ça, c'était un premier point. Et quant à l'histoire, c'est vrai qu'on a travaillé dans une région qui est marquée qui est traversée par une frontière et qui est marquée par des périodes d'ouverture et des périodes de fermeture. Mais ces périodes d'ouverture et de fermeture, elles ne sont pas totalement... elles ne se déroulent pas dans l'abstrait ou dans l'absolu. On accepte de faire passer certaines personnes et on en refoule d'autres, et de manière un peu systématique. C'est-à-dire qu'à certains moments, on laisse entrer des travailleurs italiens parce qu'on en a besoin pour reconstruire la France. À des moments antérieurs, on a accepté des déserteurs des armées de l'Europe de l'Est et on les a accueillis comme réfugiés politiques parce qu'ils pouvaient intégrer la Légion étrangère, quand dans le même temps, on refusait des vagabonds au prétexte qu'ils coûteraient aux budgets municipaux ou aux budgets nationaux. Et lorsqu'on reprend les courriers, et on l'a fait puisqu'on a travaillé sur les archives municipales, certains courriers du 19e siècle, on pourrait transposer quasiment terme à terme des discours ou des courriers que l'on retrouve aujourd'hui sur les personnes désirables et les personnes non désirables, sur l'alternance ou la juxtaposition fermeté-hospitalité. C'est quasiment du mot par mot, du mot pour mot qu'on pourrait... Du ministre de l'Intérieur, 1849, adressé au préfet des Hautes-Alpes, qui serait vraiment... On pourrait la lire aujourd'hui et elle correspondrait à ce qui se passe aujourd'hui. Vous devez donc vous attacher à discerner, parmi les étrangers qui vont affluer sur notre territoire, quels sont les réfugiés et les proscrits, et quels sont les étrangers qui cèdent à des appréhensions mal fondées. Les premiers seront nécessairement en fort petit nombre, par suite des amnisties. Les autres, par suite des dures nécessités de la situation, devront être renvoyés dans leur pays ou mis en demeure de quitter la France. Revenir à l'histoire, cette histoire des frontières locales, mais plus généralement l'histoire géopolitique et les relations que l'Europe et la France en particulier entretiennent et ont entretenues avec des pays du Sud, est indispensable pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Oui, vous écrivez même faire en sorte que l'ouvrier piémontais qu'il y ait un lien entre l'ouvrier piémontais du 19e et l'exilé maghrébin du 21e, à ceci près quand même que il y a quand même une exception aussi là pour le coup historique, puisque vous faites le lien, vous vous rappelez aussi l'histoire coloniale, enfin les désordres du monde contemporain qui peuvent expliquer aussi la nouvelle typologie des exilés qui arrivent à cette frontière. C'est certain, et d'ailleurs, certains des exilés que nous avons rencontrés pouvaient précisément faire référence à cette histoire en disant « quand vous êtes venus chez nous,
on vous a accueilli. Alors, c'est ça. Dans la période coloniale, cette venue était rarement complètement pacifique, mais en tout cas, nous vous avons accueillis. Et pourquoi est-ce que vous nous rejetez de la façon dont vous nous rejetez? Donc, cette histoire coloniale qui, bien sûr, explique des liens qui peuvent être privilégiés avec la France lorsqu'il s'agit de personnes venant d'Afrique du Nord ou de certains pays d'Afrique de l'Ouest qui sont d'anciennes colonies françaises. Et donc, il y a cette histoire coloniale. Et puis, bien sûr, il y a une histoire qui est plus récente, qu'on pourrait presque appeler une histoire impériale, celle des interventions dans des pays, notamment du Moyen-Orient, des interventions des États-Unis et de leurs alliés qui ont contribué à la déstabilisation de ces pays. D'ailleurs, il ne s'agit pas simplement des États-Unis, on peut parler aussi de la Russie et de l'URSS avant cela, qui ont mené également ces politiques impériales qui se sont soldées par des déplacements de population. Donc, l'idée, au fond, pour nous, c'était de dire on voit les exilés, les étrangers qui arrivent sur notre territoire non seulement comme des personnes indésirables, mais avec lesquelles nous n'aurions rien à voir. Ils viennent d'ailleurs, ce sont des autres. Donc cette idée d'altérité efface complètement à la fois les relations que nous avons eues avec ces pays et la responsabilité qui en découle bien souvent. Oui, l'idée d'indésirabilité, d'altérité est très importante. D'ailleurs, dans la lettre que vous mentionniez du ministre de l'Intérieur à l'égard du préfet, il s'agissait d'ouvriers italiens, il me semble. Donc, c'est bien cette idée qu'il y a une construction aussi sociale et historique de l'étrangeté et de l'altérité. Et presque racialisés. À l'époque, les Italiens étaient racialisés. C'est-à-dire qu'on a vis-à-vis des Italiens le même genre de discours qu'on pourrait avoir aujourd'hui vis-à-vis des Maghrébins, par exemple. Et donc, ce qui est important, c'est du coup de comprendre que cette racialisation, elle ne passe pas uniquement par la question de la couleur de la peau, mais qu'elle passe par la construction véritablement d'un autre. On sait aux États-Unis, il y a des livres qui ont pour titre « Comment les Irlandais sont devenus blancs » ou comment les Juifs sont devenus blancs. Et parce que, précisément, il s'agit de montrer que la racialisation qui s'accompagnait, dans ces deux cas que je viens de citer, de racisme et d'antisémitisme vis-à-vis des Juifs pour les États-Unis, eh bien, elle dépasse la question de la couleur. C'est une construction sociale. Et de la même façon, on peut dire aujourd'hui qu'il ne faut pas se protéger, en quelque sorte, ou s'excuser derrière des différences d'apparence, parce que cette racialisation, qui vient à une stigmatisation des gens qui viennent des pays du Sud, eh bien, elle procède des mêmes logiques. Et cette racialisation, elle implique une hiérarchisation de la valeur des vies. C'est là où cela... Et on le retrouve avec d'autres protagonistes aujourd'hui. Hier, ça pouvait être les Italiens, comme on vient de le dire. Aujourd'hui, cela va être des Maghrébins, des Africains d'Afrique subsaharienne ou d'ailleurs. Oui, vous avez d'ailleurs des témoignages d'exilés qui en arrivent à remettre leur humanité, d'exprimer qu'ils ne sont pas des animaux, qu'ils sont tout simplement des êtres humains, donc qui en sont à rappeler qu'ils sont des êtres humains, tout simplement. Donc ça aussi, on en dirait un mot. Mais la dernière étape, donc, dans ce parcours qu'on est en train d'esquisser avant l'Europe et avant la frontière terrestre du Briançonnais qui nous intéresse, c'est la frontière maritime de la mer Méditerranée. Vous avez aussi des pages assez importantes pour rappeler à quel point c'est devenu un cimetière marin. D'ailleurs, je vous donnais quelques chiffres. Le plus grand cimetière d'exilés au monde, puisque c'est là qu'est survenu la moitié des 48 000 décès d'exilés enregistrés sur la planète depuis 2014. Ça, on en est à près de 60 000 aujourd'hui. Donc, est-ce que dans les récits que vous avez recueillis, vous avez pu aussi recueillir des récits autour de cette étape Alors, de cette étape et des étapes précédentes, parce que
avant la traversée de la Méditerranée, qui est effectivement la plus létale, la plus mortifère, il y a la traversée notamment du Sahara. Et je dirais que vous mentionniez tout à l'heure cette géographie que nous avons essayé de restituer. Cette géographie, elle est politique, c'est une géopolitique. Et dans cette géopolitique, ce qui est très important pour nous de montrer, mais non pas comme de façon abstraite, mais de façon concrète à travers les récits que nous font les gens et la manière dont nous pouvons les intégrer dans les développements politiques de la dernière décennie, on voit comment les pratiques d'externalisation des frontières qui ont été à partir de 2015 celles de l'Union européenne et qui ont consisté donc à établir des conventions, des accords avec des pays de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, ça a été d'abord la Turquie, le Maroc, et puis ensuite il y a eu aussi l'Algérie, récemment la Tunisie, mais également plus loin encore le Niger. Et pour ne donner que cet élément, l'intervention de l'Union européenne financière et donc les accords qui ont été faits avec le gouvernement nigérien ont amené en 2015 au vote d'une loi dans ce pays qui est une loi extrêmement répressive à l'encontre des migrants et des passeurs, et qui a comme effet qu'aujourd'hui, non seulement les tarifs de traversée du Sahara sont devenus beaucoup plus élevée, mais surtout que cette traversée est devenue beaucoup plus dangereuse. Elle est devenue beaucoup plus dangereuse parce que le risque de se faire prendre sur les routes principales, qui sont des routes très passantes, amène les véhicules qui transportent les personnes qui partent vers le nord à prendre des pistes sur lesquelles le moindre incident technique entraîne un isolement pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, en plein milieu du désert, sans évidemment sans eau et sans ressources. Et c'est ainsi que on a pu, enfin les organisations non gouvernementales ont pu mesurer que s'il y avait eu, semble-t-il, une certaine diminution des passages depuis cette époque, encore qu'on n'en soit pas sûr parce que justement beaucoup ne sont pas comptés, il y a en revanche une multiplication par 8 du nombre de morts identifiés dans cette traversée du Sahara depuis le Niger. Multiplication par 8. Donc on voit comment ces politiques qui sont menées sont des politiques qui sont des politiques qu'on pourrait qualifier de criminelles dans la mesure où elles ont des effets qui sont des effets prévisibles et non pas des effets pervers qui sont terribles pour les populations qui essayent de chercher une protection ailleurs que dans leur pays. Et alors, puisqu'on en arrive après cette étape à l'arrivée à Briançon, une question très très naïve, pourquoi le choix de ce territoire briançonnais, qui peut paraître, au regard de tout ce qu'on vient de dessiner, une frontière un peu presque sans histoire. Évidemment, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi ? Parce que depuis 2015, il se passe quelque chose là-bas de très intéressant, qui est une formidable mobilisation de citoyens, de citoyennes qui viennent en aide à ces personnes qui viennent de franchir la montagne. Alors, les premiers contacts ont été, je dirais, un peu par hasard, dans la montagne. Des guides, des accompagnateurs, voire des randonneurs se retrouvent face à face avec des personnes perdues, parfois gelées, n'étant pas équipées de la bonne façon pour l'hiver, et qui venaient de franchir donc la frontière. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles les ont ramenées chez elles, elles les ont hébergées, réchauffées, nourries, et les ont aidées à reprendre la route. Et cet accueil spontané, je dirais, s'est très vite organisé pour pouvoir offrir à ces personnes, parce qu'on ne laisse pas les gens dehors dans la montagne, un abri suffisant, des soins, pour qu'elles puissent poursuivre la route. Et puis, ça, c'était, je dirais, une des raisons pour lesquelles cette mobilisation s'est effectuée. L'autre est peut-être à chercher de manière plus globale dans ce qu'on a appelé la géopolitique tout à l'heure, c'est
À la même époque, vous vous souvenez sans doute la découverte du cadavre de ce petit garçon Alan sur une plage, ce jeune enfant kurde qui partait en exil avec ses parents et dont le navire a chaviré, qui a suscité une émotion un peu partout et qui a également amené des citoyens de la ville de Briançon à dire « pas en notre nom ». Et donc, c'est finalement une indignation qui s'est rajoutée encore à ces premières rencontres dans la montagne. Et tout cela a fait qu'a émergé et dure toujours sur ce territoire, qui est un petit territoire, une mobilisation de bénévoles très importante, qui s'est accompagnée, il faut le dire tout de suite, d'un autre élément qui a aussi attiré notre attention. On a voulu comprendre ce qui se passait là, très rapidement, 2-3 ans après, d'une militarisation de la frontière. Pour empêcher justement ces passages. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre ce qui se jouait sur cette scène de la montagne entre ces exilés qui tentaient de fuir la pauvreté ou les persécutions et qui venaient de franchir la frontière, les personnes qui leur venaient en aide, qui se dénomment eux-mêmes les solidaires, et les forces de l'ordre qui sont censées les empêcher de rentrer sur le territoire français. Donc voilà comment ce choix s'est effectué. On peut même presque donner une date du moment où nous nous sommes dit ce serait vraiment intéressant d'aller travailler à Briançon. C'est à la suite, en 2018, au printemps 2018, de l'opération très spectaculaire qui avait été menée par le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire. Qui, d'une part, avait bloqué la frontière au col de l'Échelle, qui est un des 2 cols par lesquels passaient les personnes exilées, avec des slogans extrêmement hostiles aux étrangers, et puis qui ont été, pendant 1 mois, jusqu'à interpeller illégalement, bien sûr, des personnes et les remettre à la police. Dans une forme de collaboration qui était assez étonnante et qui a donné lieu en retour à une mobilisation citoyenne avec une manifestation qui s'est déroulée sur la frontière, au col de Montgenèvre cette fois, et qui, le soir même, donc tout ça s'est passé sur un week-end, l'opération spectaculaire, la réponse citoyenne, et le ministre de l'Intérieur qui a annoncé qu'il allait envoyer un escadron de gendarmes mobiles. Et c'est le moment du début de la militarisation de cette frontière, puisqu'on passe à ce moment-là d'une 60aine de policiers aux frontières à aujourd'hui au minimum 250 gendarmes et autres militaires et policiers qui sont chargés de surveiller, de contrôler cette frontière. Donc totalement disproportionné par rapport à la réalité qui est de 3 à 4 000 personnes passant par an. Et il faut noter que les 3 premiers décès de migrants sont intervenus dans le mois qui a suivi l'envoi de ces premiers escadrons de gendarmes mobiles. Notamment Blessing Matthews. Car comme vous le disiez, vous faites très attention dans ce livre, effectivement, à donner une identité aux morts. Oui. Plus qu'aux vivants. Vous respectez évidemment leur anonymat, mais les morts, il vous semblait important de leur restituer cette identité. Tout à fait. Je crois que ce souci de rendre leur humanité aux personnes qui franchissent ces frontières, c'est un souci qu'on a eu de manière constante au travers de ce travail, mais plus particulièrement la dizaine de personnes mortes et les disparus. Malheureusement, ceux-là, on ne sait pas forcément qui ils étaient, mais pour ceux qu'on a pu identifier, il était important de leur rendre par leur nom leur humanité, au moins dans la mort. Et d'ailleurs, c'est un travail qui est fait de manière remarquable par un certain nombre d'ONG, locales mais également internationales. C'est le travail également de médecins en Italie qui cherchent à retrouver qui ils étaient, à quelle famille ils appartenaient, qui on peut prévenir du décès de leurs frères, sœurs, pères ou enfants, puisque c'est aussi ça derrière qui est en jeu. Ce sont des familles qui ne savent pas nécessairement que sont devenus des membres de leur propre famille. Et d'ailleurs, les associations locales, chaque année, organisent une manifestation en hommage et en respect à toutes ces personnes décédées à la frontière, qui, il faut le rappeler, est une frontière, vous le disiez, je crois, tout à l'heure, sur laquelle on ne devrait pas mourir. On peut passer le col de Montgenèvre en passant par la route,
Les touristes le font de manière quotidienne, sans aucun problème. Qui font du golf l'été, du ski l'hiver. Tout à fait. C'est ce que vous racontez. Les exilés sont obligés de prendre des chemins plus dangereux pour échapper au contrôle. Et parfois, malheureusement, ils perdent la vie. Et donc, c'est aussi ça qu'il était important de mettre en lumière. C'est une frontière où on ne devrait pas mourir. Et ce qui est remarquable, c'est la correspondance chronologique entre le renforcement de la militarisation et la survenue de décès. Donc Anne-Claire le disait, dans le mois qui a suivi l'arrivée du premier escadron de gendarmes, et donc c'est le début de la militarisation, 3 décès, alors qu'il n'y en avait pas eu jusqu'alors. Et au cours de l'automne passé, 2023, à la suite de l'arrivée de la Border Force annoncée par la Première ministre, eh bien, il y a eu à nouveau 3 décès dans les semaines qui ont suivi. Donc, il y a vraiment un lien, qu'on interprétera comme on le voudra, mais chronologique, qui est absolument évident. En tout cas, ça donne à voir l'inefficacité de certaines décisions politiques sur le terrain. Les descriptions, en tout cas, que vous faites, qui sont vraiment très précieuses, et c'est peut-être aussi ce qui fait la singularité de ce territoire, puisque on a vraiment le sentiment d'être à échelle d'hommes et de femmes. On est vraiment dans cette histoire-là, et bien permet en creux de montrer le décalage entre les discours qui inondent, qui saturent l'espace médiatique politique et la réalité de ce que vous décrivez, notamment en recueillant le témoignage des forces de l'ordre, qui eux-mêmes, alors pour en revenir à cette militarisation, j'ai vraiment noté 2 témoignages que j'ai trouvés très intéressants. Le premier qui montrait à quel point la politique du chiffre née avec Nicolas Sarkozy avait complètement désorganisé d'une certaine manière les différents services, et puis surtout amené les agents eux-mêmes à avoir des attitudes très dangereuses, y compris pour les exilés, et qu'ils le reconnaissaient, puisque j'ai cru comprendre que certains pouvaient même créer parfois des embuscades, enfin des choses comme ça de cet ordre. Et puis il y a aussi ce témoignage d'un agent aussi des forces de l'ordre, très émouvant, qui s'est pris vraiment d'empathie pour une maman iranienne, il me semble, et très gêné par le fait de demander au traducteur de lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle lui dise qu'elle n'était pas bien pour qu'il l'envoie vers un hôpital afin qu'elle soit soignée et mieux prise en charge, et ensuite qu'elle puisse accéder au fameux refuge, qui est un acteur central aussi de ce territoire. Voilà, donc en tout cas, ce qui en sort, c'est un décalage total avec ce qu'on en dit, tout simplement. Tout à fait. Alors, les forces de l'ordre en sont bien conscientes, notamment les policiers aux frontières, puisque eux sont là en permanence, alors que les escadrons tournent toutes les 3 semaines, 4 semaines, venant de toute la France. Et alors, effectivement, comme vous le rappeliez, cette politique du chiffre, telle qu'elle a été mise en place, devient un élément de contrainte fort pour les agents qui ne l'apprécient pas du tout, pour la plupart en tout cas, d'autant plus qu'elle les met en concurrence. Et dans le cas d'un suicide dont nous parlons dans le livre, du suicide d'un brigadier, eh bien, l'un des éléments importants qui figure dans la lettre qu'il a laissée pour expliquer son geste, c'est cette violence de la concurrence entre les équipes pour faire du chiffre. Ce chiffre étant lié d'ailleurs in fine chaque année à des primes qui leur sont accordées. Et ce que nous avons également trouvé auprès des forces de l'ordre, policiers comme gendarmes, c'est 2 choses. La première, c'est ce sentiment que vous évoquiez d'inutilité de leur travail. C'est-à-dire que la conscience que les personnes, quand bien même ils les interpellent et les renvoient en Italie, ce qui, dans les calculs que nous avons pu faire, représente à peu près 20% de ceux qui essaient de passer, puisque 80% n'ont jamais rencontré de force de l'ordre lorsqu'ils arrivent à Briançon. Mais ceux qui sont interpellés, de toute façon, vont retenter
48 heures ou 72 heures plus tard, et ce jusqu'à y parvenir. Le premier récit que nous donnons d'une famille iranienne, eh bien, ils ont essayé 4 fois, et la 4e fois, ils sont passés. Donc il y a ce sentiment de découragement, sans parler du fait que pour beaucoup, l'idée d'entrer dans la police ou d'entrer dans la gendarmerie n'était certainement pas, ils le disent, d'interpeller des femmes, des enfants, des hommes dans la montagne, sachant, parce qu'ils le savent, pour beaucoup, ce qu'ont été les épreuves qu'ils ont eues. Et le deuxième élément que nous avons relevé à propos des forces de l'ordre, c'est que ça n'est pas un bloc. Bien sûr, il y a des policiers, des gendarmes, mais surtout des policiers qui se réjouissent de mener cette répression parce que ça correspond à leurs idées politiques. Et on ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'en France, eh bien, les enquêtes montrent qu'il y a un vote pour les partis d'extrême droite qui est extrêmement élevé parmi les forces de l'ordre, et notamment parmi les forces de l'ordre actives, et dans la police tout particulièrement. Mais il y a aussi, alors il y a aussi tous ceux qui obéissent simplement parce que ce sont les ordres, mais on voit aussi, comme vous le mentionniez à propos de ce policier qui avait suggéré à cette femme qui en était déjà à son 2e passage avec ses petits-enfants en bas âge et qui était toute seule avec eux, qui lui a suggéré de se trouver mal pour pouvoir appeler les pompiers et l'amener à l'hôpital. Et donc, ce qu'on pourrait appeler cette humanité ou ce souci presque humanitaire de la part de certains policiers, on l'a trouvé, y compris de ceux qui prennent sur le bord de la route des exilés pour les amener jusqu'en ville. Et je dirais que ça va même plus loin encore que ça dans l'institution même, c'est-à-dire pas simplement dans des individus, puisque nous avons constaté et entendu que dans la ville de Briançon, le commandant du commissariat, eh bien, donne comme consigne à ses agents de ne pas faire de contrôle le plus souvent, sauf quand il y a des ordres qui viennent du ministère de l'Intérieur, parce que justement, il considère, à juste titre, qu'il n'y a aucun problème de délinquance ou de criminalité qui soit lié à la présence de ces exilés. C'est complètement disproportionné. Vous dites d'ailleurs, vous avez cette formule, sur le territoire français, en tout cas, la présence des exilés est une véritable et marginale démographiquement. Donc, le Briançonnais donne à voir ça, mais politiquement centrale. Donc, cette disproportion-là, elle montre à quel point cette question est politiquement centrale et démographiquement vraiment marginale. C'est vraiment ça aussi qu'on comprend bien dans votre lecture critique. Que ce soit sur le territoire où on a travaillé ou de manière plus générale aujourd'hui, il y a effectivement une saturation de l'espace médiatique et politique par ce qui serait la question migratoire, alors que dans les faits, elle est totalement marginale. La France, au regard de sa population, ne prend qu'une faible part dans l'effort international, presque 2,5 fois de moins que la moyenne européenne, 3 fois moins que la Belgique, 5 fois moins que l'Allemagne, et 15 fois moins que la Suède. Ce que l'on peut ajouter, c'est que pourquoi est-ce que finalement, dans une région comme Briançon, le commandant de police peut dire « moi, j'ai aucun problème avec les exilés ». Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de manifestation hostile aux exilés dans la ville ? C'est parce que l'accueil est organisé. Mais il est organisé uniquement par des citoyens, des citoyennes. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que lorsqu'on accueille les personnes en exil de manière correcte, sachant, je le précise, qu'une majorité d'entre elles, la quasi-totalité ne reste pas sur place, mais se destine à aller dans une autre région de France, voire le plus souvent à l'étranger, donc ce ne sont que de passage. Mais néanmoins, ces personnes sont accueillies, sont hébergées, donc ne constituent pas des camps dans la rue ou dans d'autres espaces, et donc finalement ne dérangent absolument personne,
mais grâce à l'action des bénévoles. Et dans les endroits où l'on peut, je dirais, donner une image beaucoup plus stigmatisante, c'est là où justement il n'y a aucun accueil d'organisé, parce que tout simplement il ne repose que sur la bonne volonté et sur l'engagement de citoyens qui se révoltent finalement contre une situation qui fait qu'on laisse des familles à la rue, qu'on laisse des gens traîner, qu'on ne les accueille pas comme on devrait le faire, et comme parfois, y compris dans certains discours politiques, on se décrit comme, disons, le faisant, accueillant. Oui, c'est ça. Une réponse des pouvoirs politiques par rapport à ce que vient de dire Anne-Claire, c'est de dire, vous voyez, ça constitue un appel d'air. Vous accueillez, et donc les gens vont arriver. Alors, premièrement, il est démontré aujourd'hui par les démographes que la France n'est pas un pays ni attractif, ni accueillant au niveau de l'Europe. C'est un lieu de passage, mais absolument pas d'installation pour la majorité. Bien sûr, il y a des gens qui vont rester, parce que, notamment pour les raisons que nous évoquions tout à l'heure d'histoire coloniale, et donc de facilité linguistique, de relations avec une famille sur place, etc. Mais en tout cas, c'est pas dans les proportions. Globalement, un Afghan ou un Camerounais ou un Syrien, eh bien, ça n'est pas en France qu'ils vont vouloir rester le plus souvent. Donc, cette histoire d'appel d'air, il est non seulement objectivement démontré comme inexistant, mais il est également incompréhensible ou complètement inadapté à la situation de ces personnes dont il faut s'imaginer qu'elles ont quitté des situations qui étaient pour elles extrêmement périlleuses, parfois du jour au lendemain, des Iraniens qui partent au moment où la police les réprime parce qu'ils se sont ils se sont impliqués dans les manifestations contre le régime, des Hazaras qui quittent l'Afghanistan au moment de l'arrivée des talibans, etc. Donc des situations qui peuvent être d'extrême urgence de départ, et donc penser que ces gens-là viendraient à Briançon ou ailleurs en France parce qu'il y aurait un refuge qui les accueillerait est une absurdité qui ne peut reposer sur aucun fait objectif. Et alors, à l'inverse, on pourrait se dire, du coup, que puisque cet effet d'appel d'air ne joue pas, mais puisqu'au contraire, lorsqu'on accueille, on évite les désordres qu'on peut voir à Paris, avec des gens qui sont sous des tentes, ou à Calais, et qu'on déloge toutes les 48 heures à Calais, eh bien, on pourrait dire que l'évaluation que nous avons faite du coût de chaque renvoi en Italie depuis la frontière briançonnaise, 14 000 euros, eh bien, cette somme multipliée par le nombre de non-admissions, comme on les appelle, eh bien, pourrait être utilisée pour un accueil décent, digne, pour des actions de formation, d'intégration, d'aide à l'installation de ces personnes. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage qui est purement idéologique, avec une inefficacité à contrôler la frontière, et en même temps une production permanente d'irrégularités, puisqu'il faut quand même l'ajouter. À la frontière, les gens devraient avoir le droit de déposer leur demande d'asile lorsqu'ils le souhaitent, et ça n'est aujourd'hui pas possible. Ouais. De même que pendant très longtemps, c'est un peu moins le cas maintenant, mais des mineurs non accompagnés étaient systématiquement refoulés, alors qu'ils sont censés bénéficier de la protection de l'État français. Oui, donc les droits humains primordiaux sont complètement bafoués. Et non seulement les droits, mais les lois françaises, ainsi que les conventions internationales que la France a signées, sont elles-mêmes totalement bafouées. Et on a des situations, un petit peu moins dans les Hautes-Alpes, mais par exemple dans les Alpes-Maritimes, où le préfet a été condamné plus de 400 fois pour non-respect des droits des étrangers, qu'il s'agisse de droits à la frontière ou qu'il s'agisse des mineurs. Plus de 400 fois.
C'est assez incroyable. Et contre toutes ces réalités-là que vous décryptez, que vous visibilisez dans le livre, et ben on a des déclarations politiques qui vont dans le sens de cette instrumentalisation dont on parle. Je garde vraiment en tête, parce que c'est bien de se les remémorer, en tout cas 2 qui ont fait date. C'est le président Emmanuel Macron qui, à la suite, après le naufrage des exilés dans la Manche, les 27 morts, appelle à un renforcement de Frontex. Oui. Donc ça montre ce décalage dont on est en train de parler. Et puis il y a eu cette deuxième intervention à la suite des menaces que faisaient peser notamment les talibans contre un certain nombre de personnes quand ils ont pris Kaboul. La chute de Kaboul, où là il alerte et il alarme. Il instrumentalise encore cette situation en disant attention, on va avoir un afflux massif de réfugiés afghans, chose qui n'est jamais arrivée. Et ça, vous le constatez aussi sur le territoire. Tout à fait. Et alors, dans le cas du président de la République, nous confrontons également 2 déclarations. Une lors de sa première campagne électorale en disant la France n'a pas de problème avec l'immigration. Il n'y a pas de vague migratoire. Il n'y a pas de vague migratoire, dit-il. Et puis, quelques années plus tard, alertant contre le danger de ces afflux massifs, alors que, en l'occurrence, le nombre de personnes entrant en Europe et en France était plus important lors de la première déclaration que lors de la seconde. Donc on est dans une complète construction qui, du reste, s'est révélée avec ce qu'on a appelé la crise ukrainienne, c'est-à-dire les suites de l'invasion par la Russie de l'Ukraine et le départ de plusieurs millions, probablement de l'ordre de 6 millions de personnes qui ont, principalement des femmes et des enfants, qui ont quitté l'Ukraine et qui se sont installés en Europe, étant accueillis dans les pays, souvent à bras ouverts, avec des droits particuliers, avec des prestations sociales qui leur étaient proposées, et ce qui était évidemment très, très heureux, mais qui du coup devient un moment de vérité où, premièrement, on se dit « mais donc c'est possible ?» d'accueillir. Si on en accueille 6 millions, on peut peut-être en accueillir quelques dizaines de milliers. Mais puisque, c'est le deuxième élément de ce moment de vérité, mais puisqu'on ne le fait pas, ça veut bien dire qu'il y a un traitement particulier de certains qu'on va considérer comme indésirables en raison de leur origine, de leur apparence ou de leur appartenance ethno-raciale et de leur religion. Ça me fait penser au texte aux éditions Anna Mosa, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde qui a saturé notre inconscient, en tout cas collectif, qui est de dire qui est ce on qui appelle au tri, qui appelle au classement et qui appelle d'une certaine manière aux hiérarchies. Alors précisément, je voulais qu'on en arrive à cette discussion autour des inégalités de vie, puisque c'est aussi une thématique, Didier Fassin, qui vous est très chère et qui vous a valu d'ailleurs quelques problèmes récemment lorsque vous êtes intervenu sur ce thème-là concernant la guerre à Gaza, en reposant aussi cette question des inégalités de la vie, des compassions, en fonction des populations. Qu'est-ce que cette situation que vous avez vue dit de cela ? La frontière française n'est probablement pas le lieu où cette inégalité est la plus brutale. Elle l'est tout au long du parcours transsaharien et transméditerranéen, ou bien sur la route des Balkans, pour ceux qui viennent du Moyen-Orient. Mais en même temps, comme on l'a dit précédemment, avec cette responsabilité des pays européens sur toute la longueur de ces parcours. Et au fond, on voit bien que, en dehors de quelques moments de compassion, comme on l'évoquait tout à l'heure, de façon très, très ponctuelle, eh bien, il y a une perte de valeur, au fond, une perte, on pourrait dire, d'éthique de nos sociétés à l'égard de ces vies. Rappelons-nous simplement, au mois de juin dernier, 2023, 2 événements qui sont survenus presque en même temps. L'un qui était la perte de ce petit submersible de touristes milliardaires, le Titan, qui allait voir l'épave du Titanic dans l'Atlantique Nord et qui a mobilisé des moyens considérables tant
des États-Uniens, Canadiens, Français, des moyens navals et aériens, que des moyens médiatiques. Tout le monde s'est passionné pour cette histoire. À 4 jours de distance, il y avait un navire avec 750, un bateau de pêche avec 750 personnes à bord, dont de nombreuses femmes et enfants. Plus de 600 ont péri en face de la Grèce, sans que les moyens européens ne soient mis en œuvre pour aller les secourir. Et donc on a laissé mourir, et les médias s'y sont intéressés pendant 48 heures, et puis ensuite on est passé à un autre sujet. Donc il nous a semblé, et on en parle, on évoque cette coïncidence des deux événements, le Titan et l'Adriana, parce que au fond, ça rassemblait de façon extraordinaire la manière dont nos sociétés font des différences entre les vies humaines. Et votre travail, d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas beaucoup, mais je crois qu'on a compris quand même un petit peu la méthode. Vous parlez d'observation participante et de participation observante. Est-ce que vous envisagez votre travail de chercheur, donc au plus près, vous privilégiez le terrain alors que vous pourriez aussi tout à fait vous en passer d'une certaine manière, puisque vous avez des fonctions académiques assez importantes. Est-ce que pour vous, c'est une manière de vous engager aussi de manière et totalement assumée et objective, puisque c'est un travail objectif sur ces questions-là. Est-ce que c'est important pour vous de le faire de cette manière ? Oui, je crois qu'on l'explique dans le livre. On a cherché à avoir un équilibre. Enfin, sur la base de notre travail critique, c'est un équilibre entre une implication, et par implication, on entend participer à des activités, par exemple, Didier participant à des maraudes, c'est-à-dire aller dans la montagne à la recherche et au secours de personnes qui se seraient perdues, ou bien à l'accueil, au refuge des personnes qui arrivent et à leur orientation. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, pour être au plus près, je dirais, de l'action en tant que telle, et puis de relations qui permettent de comprendre à la fois comment se structure l'activité bénévole, mais aussi comment interagissent les bénévoles et les exilés. Donc en étant dedans, on a beaucoup plus, je dirais, on est au cœur de l'action en train de se faire, et on comprend des choses qu'on comprendrait moins ou différemment si on en était éloigné. Mais ça s'accompagne d'un engagement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, on ne cache pas le fait que pour nous, il est important que que les exilés ont des droits et que ces droits doivent être respectés, non seulement leurs droits, mais également leur dignité en tant qu'être humain. Et puis, une distanciation méthodologique et épistémologique, c'est-à-dire qu'il était important pour nous de rencontrer l'ensemble des protagonistes, aussi bien les forces de l'ordre que les maires du côté français, du côté italien, que les représentants de la préfecture, aux côtés des exilés et des différents solidaires, mais on pourrait citer aussi l'Église notamment, pour comprendre leurs actions, mais aussi les logiques qui sous-tendent leurs actions. Et cela, je dirais, quel que soit le degré de sympathie que l'on peut avoir avec les uns ou avec les autres. Donc, avoir ce trépied, finalement, nous permet de mener ce travail critique. Mais pour cela, il fallait être présent. Il fallait être présent. Et je rajouterais que le fait d'avoir eu la chance de pouvoir faire ce travail sur une longue durée, donc sur 5 ans, nous a vraiment permis de comprendre en profondeur à la fois la structuration sur un territoire des actions de solidarité, puisqu'elles ont évolué énormément dans le temps pour diverses raisons, mais également, on l'a signalé, l'évolution dans les profils des exilés, qui du coup ont enrichi la réflexion sur la relation entre l'exil et la géopolitique, et puis d'un autre côté aussi les réponses des pouvoirs publics, et notamment à la militarisation, et comment tout cela, finalement, retravaille et retisse ce qui se passe sur ce territoire. On y aurait passé un mois, à un moment, un instant T, on aurait, je pense, moins bien compris ce qui se joue là que le fait d'avoir pu le faire sur cette longue période qui, je pense, a permis d'approfondir ces observations et donc la connaissance de ce qui s'y passe. Et puis, cela a aussi permis, je dirais, puisque c'est important dans le travail ethnologique,
de créer des liens de confiance. Autant le travail et l'approche des personnes, des bénévoles, étaient relativement faciles, autant il a fallu beaucoup plus de temps pour pouvoir accéder aux forces de l'ordre, qu'il s'agisse de la hiérarchie par la voie hiérarchique ou qu'il s'agisse d'acteurs de terrain par d'autres voies. Et donc, il a fallu du temps pour cela. Et c'est vraiment ce temps qui nous a permis d'effectuer ce travail et d'avoir donc l'ensemble des protagonistes qui sont mobilisés par cette scène de la montagne et qui la construisent et qui la transforment en permanence. Voilà, vous le dites très bien, la frontière, c'est un espace géographique qui est le fruit de décisions politiques et travaillé par l'activité humaine. Et ça, on le comprend vraiment en rentrant dans les entrailles de ces observations que vous relayez, en tout cas. Oui, juste pour ajouter, enfin, dans la continuité de ce que vient de dire Anne-Claire, que ce travail de terrain dans la durée et sans parti pris méthodologique. Alors avec bien sûr un parti pris éthique, qui est de penser que les droits des exilés doivent être respectés, mais sans parti pris méthodologique, puisque nous avons essayé de rendre compte de tous les points de vue. Et c'est important parce que, au fond, nous espérons, y compris dans la manière d'écrire ce livre, nous espérons donner à comprendre. Et nous pensons que c'est une mission, en quelque sorte, ou une fonction des sciences sociales que de donner à comprendre. Et ça n'est possible que si on fait ce travail d'investissement qui peut être assez lourd, d'investissement sur un terrain pour arriver à progressivement en avoir nous le rendre à nous-mêmes un peu plus intelligible et en espérant pouvoir transmettre cette intelligibilité à d'autres, à ceux qui accepteront de nous lire. Et vous dites à donner à comprendre, mais on pourrait peut-être même aller un peu plus loin et à transformer aussi. En tout cas, quand on est chercheur et à vos niveaux, est-ce que, alors la question va paraître peut-être un peu décalée, mais pas tant que ça, étant donné les différentes menaces qui ont pu peser ces dernières années sur les libertés académiques. Quand on s'intéresse à ces sujets aussi, qui interrogent le pouvoir, qui le déstabilisent, est-ce qu'on peut être inquiété? Alors évidemment, toute proportion gardée. Peut-être que pour des jeunes chercheurs sur un certain nombre de types de recherche, je pense par exemple aux recherches postcoloniales, la question se pose un peu différemment. C'est-à-dire que ça devient plus difficile. Les lieux où ce type de recherche, de thèse par exemple, peuvent se conduire sont moins nombreux. Et ce sont des sujets qui eux font l'objet d'attaques médiatiques et politiques depuis déjà quelques années, y compris dans un pays comme la France, qui sont très dommageables à la recherche. Je dirais que en tant que chercheur senior, si je peux dire, on peut être critiqué de manière plus ou moins violente, mais on n'a pas d'autres types de menaces qui pèseraient sur nous, bien au contraire. En revanche, effectivement, on peut craindre un certain rétrécissement des champs de recherche sous l'effet de coups de boutoir qui sont en particulier dirigés vers certains secteurs, comme je citais par exemple les études postcoloniales, mais ça pourrait être les études féministes ou transgenres ou d'autres encore. Sous le fait d'entreprises idéologiques, mais qui ne viennent pas de là où on croit, mais plutôt du politique, d'une certaine manière. Absolument, et je crois que c'est... Claire a tout à fait raison d'insister là-dessus, plus que je ne l'avais fait moi-même. Il y a quelque chose qui est quand même assez inquiétant dans le contexte français, de cette intervention permanente du politique, expliquer, c'est déjà excusé. Manuel Valls et avant lui Nicolas Sarkozy. Et puis l'islamo-gauchisme pour les gens qui travaillent sur les discriminations raciales et religieuses. Et puis effectivement le postcolonial, les études de genre, etc. Donc on voit qu'il y a un mouvement de réaction. Une réaction idéologique et politique qui se traduit
je dirais, assez facilement par un anti-intellectualisme qu'on voit alors de façon caricaturale dans certains États des États-Unis, mais à quoi la France n'échappe pas. Et vous parliez tout à l'heure de la guerre qui se déroule en ce moment à Gaza. Il y a eu, dès le lendemain du 7 octobre, une intervention de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de l'Éducation nationale également, pour demander que les présidents d'université ou les directeurs d'établissements scolaires dénoncent des propos qui leur paraîtraient suspects. Hein, et donc, il y a des élèves, des étudiants ou des professeurs qui ont été inquiétés. Hein. Donc, cette intervention du politique sur le travail de la recherche, il est inquiétant et si effectivement un livre comme le nôtre ne nous met pas dans une situation difficile, il ne faut pas oublier cet élément. Il est inquiétant et pour finir, ce livre, on parlait des voix réactionnaires, mais ce qu'on ressent dans les dernières pages, c'est plutôt la puissance d'agir partagée, y compris entre les exilés et les solidaires. Il y a cette force du tissu social qui se crée et on se dit qu'en fait, contre les voies réactionnaires, contre tous les paravents institutionnels, il y a quand même ces explorations-là, ces hypothèses-là, ces brèches-là qui sont existantes et qui peuvent donner lieu à un autre monde, une alternative. Ça peut paraître naïf, mais en tout cas, je trouve que alors je ne sais pas si c'était aussi une de vos volontés, mais on ressort de ce livre en se disant il y a quelque chose de possible quand même. Les derniers mots du livre, c'est peut-être la solution. C'est-à-dire que à propos des migrations, des étrangers. Fermer les frontières, c'est illusoire. On ne pourra pas fermer les frontières. Qu'il s'agisse de la frontière des Alpes dont nous parlons ou d'autres, on les rendra plus dangereuses, plus difficiles à franchir, plus longues à franchir. Mais les mouvements de population, compte tenu de ce qui se passe dans le monde, s'accélèrent. Au contraire, on le voit toutes ces dernières années, et ça ne va pas s'arrêter. Non, c'est l'exil toujours recommencé. Toujours recommencer. Et donc, chercher vainement à clôturer l'Europe ou à clôturer la France, c'est illusoire. Donc, réfléchissons plutôt à comment accueillir de la meilleure façon et pour le plus grand bénéfice non seulement des personnes accueillies, mais aussi de la société qui accueille. Et c'est ça, je crois, que le message à la fin, c'est-à-dire que c'est la solution. Et quand on voit comment les choses se passent dans un territoire accueillant, on se dit que c'est tout à fait possible. Donc c'est un peu, alors, dans le contexte médiatico-politique c'est inaudible. C'est difficilement audible. Il y a quelque temps, on disait accueillir inconditionnellement avec Derrida. Mais à Briançon ou ailleurs, les gens continuent de se battre, de tenir bon pour accueillir inconditionnellement. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est vrai que ce sont des expériences, on parle un petit peu de celle de Briançon, mais il y en a bien d'autres dont on ne parle pas, mais qui existent. Et des forces, je dirais, vives qui viennent de la société. Donc celles-là, il ne faut pas les négliger. Elles sont réelles, elles sont puissantes. Elles n'occupent pas nécessairement l'espace médiatico-politique, mais elles existent. Je crois que c'est ça aussi qui était important de montrer et montrer à quel point ces énergies-là sont transformatives dans le bon sens pour notre société tout entière. C'est effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est le contrepoint de ces discours qui sont des discours politiques, mais aussi des discours médiatiques, en tout cas dans les médias qu'on appelle mainstream ou des médias dominants. Et le contrepoint, c'est par rapport à cette vision étriquée qu'on nous propose politiquement et médiatiquement, eh bien, c'est des acteurs sur différents terrains qui consacrent de leur temps, de leur énergie, qui prennent des risques parfois pour donner une autre image de notre pays, mais surtout un autre sens
à leur vie et à la vie des autres. Et je crois que de ce point de vue-là, vous avez raison de dire, et on est très heureux si effectivement on sort de ce livre, non pas en étant accablé de la souffrance des exilés ou de l'inanité des politiques, mais plutôt de se dire, il y a des endroits où des choses se passent. C'est ça qui nous a amenés à Briançon. Et c'est ça qu'on essaie aussi de dire. Eh bien, c'est réussi. Merci infiniment. Merci Didier Fassin. Merci Anne-Claire Defossé. Et je recommande la lecture de cette enquête passionnante. L'exil toujours recommencé. Merci infiniment. Merci.